L'objectif finalement de cette discussion, c'est d'évoquer ce qui peut être mis en place dès aujourd'hui et aussi évidemment demain sur l'éducation au développement durable et ce à différents niveaux, qu'ils soient universitaires, métropolitains ou à l'échelon national. Donc on va se demander quels sont les moyens mis en place pour l'éducation à la durabilité, pour quel public, quels sont les obstacles, mais aussi et surtout quels sont les leviers pour y faire face. Donc moi je suis Benoît Tonson, je travaille pour le média en ligne The Conversation France. Et à mes côtés, pour répondre à ma question, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Morera. Bonjour. Vous êtes vice-présidente éducation, collège et devoir de mémoire à la métropole de Lyon. Et à vos côtés, Yvan Lagadec. Bonjour. Vous êtes conseiller scientifique et pédagogique sur les questions de transition écologique au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et plus précisément à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle DGCIP pour les intimes. Et Bruno Andrioletti, bonjour. Vous êtes directeur de l'UFR Faculté des Sciences de l'Université Lyon 1, également chargé de mission durable de cet établissement. Alors je vous propose pour lancer cette discussion de faire un rapide tour de table pour que l'on comprenne vos missions et vos rôles au sein des différentes institutions que vous représentez. Donc je vais démarrer avec vous, Véronique Morera. Vous gérez notamment les 83 collèges de la métropole de Lyon. Quelles sont vos missions ? Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à quelques personnes que je connais déjà, puisqu'on se rencontre fréquemment dans le cadre des politiques métropolitaines et de l'éducation nationale. Je voulais juste dire en préambule que les Lyonnais, les grands Lyonnais le savent, mais peut-être pas tout le monde. La métropole de Lyon, c'est une institution toute jeune et complètement nouvelle, puisqu'on cumule depuis quelques années les compétences du conseil départemental et d'une communauté de communes, le Grand Lyon. L'institution est née en 2015, donc la fusion des deux, donc la fusion des compétences sociales d'un conseil départemental et plus économique et territoriale d'une communauté de communes. Et aux élections de 2020, c'est la première fois que nous avons été élus sur une liste séparée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des personnes qui ont été désignées comme des représentants des maires, mais vraiment une élection sur un projet politique. Et si je vous dis ça, c'est aussi pour éclairer le fait que la campagne a été menée autour de la question du changement climatique et de la transition écologique, qu'on a été élu sur ce projet et que les politiques se déclinent toutes à partir de cette base. Par exemple, le budget est maintenant éclairé à la lumière de son impact sur la transition écologique et vice-versa. Voilà. Alors, les missions de la métropole en termes de collège, c'est les missions qui sont héritées du conseil départemental, c'est-à-dire la gestion des bâtiments. Vous avez parlé des 83 collèges. On ne les gère pas tous, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont cités scolaires et qui sont gérés par la région. Nous, on en gère 77 en direct. Donc la gestion des bâtiments, construction et réhabilitation des bâtiments, la gestion des agents qui travaillent à l'entretien des collèges, les cantines, et enfin la question des politiques éducatives, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention précédente, mais je voudrais vous dire, vous n'êtes pas seul. Sur le territoire, de nombreuses associations, de nombreux acteurs et actrices du développement soutenable interviennent. Ils sont soutenus par la métropole et par les politiques publiques pour intervenir dans les écoles et dans les collèges, et ce sont vraiment des personnes ou des structures qui peuvent vous accompagner dans les projets que vous portez. Et nous, on a intérêt ensemble à ouvrir les portes et à mélanger les compétences. Donc la dernière compétence dont je voulais vous parler, c'est la question des actions éducatives et comment la métropole les soutient. Merci. On pourra en discuter quand on ouvrira la discussion avec les autres partenaires. Si vous voulez bien passer le micro à Bruno Andrioletti. Donc on reste à Lyon avec vous, mais cette fois-ci à l'université. En quoi consiste ce rôle de chargé de mission durable ? Alors, peut-être avant de parler de la mission développement durable, du coup, je voudrais juste me présenter. Donc, vous l'avez déjà fait. Donc, moi, je suis chimiste. Je suis enseignant-chercheur en chimie. Et ça peut paraître peut-être un peu bizarre de voir un chimiste en charge du développement durable. En fait, ça ne l'est pas du tout. La chimie s'est intéressée à ces notions de durabilité depuis très longtemps. Vous avez peut-être entendu parler des 12 principes de la chimie verte. La chimie verte, c'est 1998. Donc c'est vraiment une problématique qui s'écrit vraiment dans le temps.
Et donc c'est à ce titre que le président Fleury, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, m'a proposé donc dès 2016 de piloter en fait une mission donc développement durable qui devait un petit peu s'approprier toutes ces problématiques au niveau de l'établissement. Et donc, je vous dirai peut-être dans un instant comment on fonctionne, mais bon, globalement, ça s'est fait sur la base du volontariat. Donc, on a essayé de regrouper ensemble, de faire discuter ensemble des personnes qui partagent donc un même intérêt, mais qui interviennent donc à différents niveaux de l'établissement. Très bien, on rentrera plus dans les détails avec les prochaines questions. Et pour finir notre tour de table avec vous, Yvan Lagadec, on va passer plutôt à l'échelon national, puisque vous travaillez au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Et que fait finalement le conseiller scientifique et pédagogique que vous êtes? Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Alors en tant que conseiller scientifique et pédagogique, moi je suis professeur d'université, je suis écologue, pas chimiste mais écologue. Et donc on est sollicité, on est rattaché directement à la directrice générale de la DGSIP, la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle. Je précise pour quelques membres qui sont dans la salle. Et MESR, donc c'est effectivement le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. On conseille la directrice, c'est-à-dire qu'on intervient sur les données scientifiques, on l'accompagne. Nous n'avons aucune prise de décision en tant que conseiller scientifique. Donc je n'ai pas de carnet de chèques, rien. C'est même pas la peine de me poser des questions dans ce sens aujourd'hui. Je regarde aussi mon collègue de Lyon 1. C'est elle qui prend les décisions. Donc c'est une position, je dirais, assez intéressante finalement de conseiller, même si parfois on peut se dire qu'on fait des conseils et puis ils ne sont pas retenus, mais c'est pas grave, on va continuer à pousser. Donc on intervient par exemple sur les formations, quand un établissement demande une nouvelle formation qui rentre dans notre champ de discipline, la directrice et les services nous demandent ce qu'on en pense, est-ce que oui ou non il y a les forces pour mettre en place cette formation, est-ce que ça paraît être la plus pertinente, et on interagit avec les collègues dans les établissements. Donc on a aussi ce rôle de conseiller près des établissements sur la demande de la directrice générale. On intervient aussi sur des analyses de dossiers. Par exemple, peut-être avez-vous entendu parler des écoles universitaires de recherche ou des graduate schools qui sont en train de se mettre en place, qui font le lien entre formation, recherche, entre master et doctorat. Donc je fais partie d'un groupe de travail qui analyse ce qui se passe, quels sont les avantages, les inconvénients, ce qui se met en place à l'échelle nationale. Et on rend compte de tout cela à la directrice générale de façon à éclairer ses décisions. Alors en ce qui me concerne, en tant qu'écologue, je me suis retrouvé donc sur le volet écologie, agronomie, environnement, et sur le volet transition écologique et développement soutenable, puisque maintenant au ministère on a de nombreuses actions, mais je crois qu'on reviendra sur ce point-là un peu plus tard. Eh bien, très bien, merci pour ces premières présentations. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet en prenant des exemples concrets des actions que vous avez pu mettre en place en lien avec le développement durable. Véronique Morera, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde que vous gérez beaucoup de collèges. Ils ne sont pas forcément tous en excellent état, notamment au point de vue énergétique. Vous avez engagé des rénovations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place et comment ces problématiques peuvent-elles infuser chez les élèves, puisque finalement c'est des problématiques extrêmement concrètes qu'ils peuvent retrouver même chez eux. Alors, je vous ai expliqué la naissance de la métropole. Et dans l'intervalle, il y a eu un petit temps de pause, puisque le temps que les négociations entre le département et la métropole ont fait que chacun est resté un peu dans l'attente. Et donc, le département n'a pas accéléré ou porté les travaux de maintenance des collèges comme il aurait pu le faire, puisque les compétences allaient être transférées. Donc la véritable prise en main de la métropole sur les collèges a commencé, elle aurait dû commencer en 2015, le temps que les choses se mettent en place, elle a commencé plutôt sur la fin du mandat précédent, donc en 2018. Donc, quand nous sommes arrivés en 2020, on a constaté un état de vétusté assez important dans les collèges, et puis la nécessité aussi de construire des nouveaux collèges dans certains quartiers qui étaient en forte tension démographique. Alors avant de se lancer tête baissée dans les travaux, on a décidé de faire un état des lieux très complet, un état des lieux à la fois des besoins en construction nouvelle et en réhabilitation.
Et donc, on a fait un schéma directeur des collèges qui a listé en fait les priorités à partir de la réalité de l'état des collèges. Et donc, on se lance dans cette rénovation à partir de ce plan directeur. Donc, les réhabilitations sont des réhabilitations d'ampleur. Et à côté des réhabilitations des bâtiments, avec reconstruction, extension, construction de cantines, par exemple, et en parallèle ou en complément, on a fait des audits énergétiques pour lister de la même façon en fait les collèges qui étaient les plus gravement catégorisés les passoires thermiques. Passoires thermiques, exactement. Et donc on a fait notre liste et pendant ce mandat on lance 2 rénovations immédiatement. Là, il y a 2 collèges qui vont être réhabilités de fond en comble et des études pour 8 autres collèges. Donc sur le mandat on aura lancé les choses pour 10 premiers collèges. Parallèlement, on fait la même chose pour la végétalisation dans les cours, végétalisation et des imperméabilisations qui vont ensemble la plupart du temps. Et on fait la même chose aussi, on a lancé un appel à projet pour l'installation de panneaux solaires sur les collèges. Pour chacune de ces politiques, on invite la communauté éducative à se rapprocher des équipes techniques, dans tous les domaines, à se rapprocher des équipes techniques pour engager des travaux d'éducation. Parce qu'en fait, le geste architectural ou en fait le geste de réhabilitation, c'est un vrai geste éducatif. Ça permet de comprendre comment sont pensées les choses, quels sont les apports, comment on consomme soi-même, quelles sont les structures qui permettent d'améliorer l'impact énergétique. Donc, on met en place des actions éducatives qui sont liées en fait à ces réhabilitations. Mais je voudrais quand même préciser que c'est une politique de l'offre et que les chantiers sont ouverts et qu'il reste à la communauté éducative de se saisir de cette offre, parce que nous, on n'est pas éducation nationale, on n'a pas de pouvoir de prescription, on est simplement dans l'ouverture de la bonne volonté de nos techniciens, nos techniciennes et des associations qui travaillent pour les réhabilitations, quelles qu'elles soient, de la métropole. Donc leur bonne volonté et leur engagement dans l'offre pédagogique, mais encore faut-il que ce soit dans les 2 sens. Parce que très concrètement, ce sont des personnels de la métropole qui peuvent aller directement dans les collèges expliquer la démarche, et ça a déjà été fait ? Oui, c'est déjà fait. Je vais prendre l'exemple de la végétalisation et de la désimperméabilisation. Quelles que soient les actions, elles sont toujours bien plus efficaces quand il y a appropriation, c'est-à-dire quand les personnes sont concernées dès le départ. Donc sur la question de la végétalisation, les équipes de la métropole interviennent en lien avec les parents d'élèves et les élèves pour décrouter, par exemple, planter. Enfin, il y a une politique générale d'explication des concepts et après une politique du faire qui permet aux élèves et aux équipes enseignantes de s'impliquer dans les projets. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler. On a aussi mis en place un budget participatif qui est une mise à disposition d'un financement de 1 million d'euros pour des projets dans les collèges portés par les collégiens et les collégiennes pour améliorer leurs espaces de vie dans les bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments du collège. Donc ça peut être aménagement de foyer par exemple ou de hall ou aménagement de cours, et où les élèves travaillent sur la conception du projet et la réalisation, enfin tous les processus, avec parfois des retours en arrière quand la faisabilité n'est pas possible, et en accompagnement avec des associations du territoire, des écoles d'architecture, des écoles de menuiserie, des techniciens et des techniciennes de la métropole aussi, pour construire leur projet. Donc on a mis ça en place l'année dernière. Le premier projet va sortir en septembre 2023. On suivra ça. Bruno Andrioletti, on va rester sur cette problématique de la crise énergétique et finalement d'une diminution de la facture énergétique. Comment vous êtes pris à l'université pour rénover et justement essayer de baisser un peu les coûts liés à l'électricité et comment ça peut infuser aussi chez les étudiants? Alors, la crise énergétique, tout d'abord, elle nous a tous impactés. Et effectivement, elle a impacté également de plein fouet un établissement tel que le nôtre. Juste pour vous donner quelques chiffres, Lyon 1, moi j'ai toujours tendance à dire que c'est une petite ville. C'est 45 000 étudiants, c'est 5 000 personnels. Donc voilà, 50 000 personnes en tout. C'est une petite ville. Et donc on a à peu près les mêmes problématiques qu'une métropole.
D'autant plus qu'on est avec des problématiques qui sont très dépendantes de la localisation. Lyon 1, c'est aussi sur 14 campus. Hein. Là, ici, vous êtes à l'INSPE. La problématique qu'il y a à l'INSPE, ça n'a rien à voir avec la problématique qu'il peut y avoir à Bourg-en-Bresse ou la problématique qu'il peut y avoir à la Doua. Donc ça rend un petit peu la tâche encore plus difficile, ce qui est une tâche extrêmement transverse. Hein. Et donc, nous, au niveau de l'établissement, en fait, cette tâche-là, elle a été adressée il y a plus de 10 ans avec le plan campus. Ça a commencé au niveau du plan campus, donc qui a permis donc, la rénovation d'énormément de bâtiments. Au niveau de la Doua, on vient juste de terminer, et je crois qu'il y a une inauguration demain qui clôt justement une inauguration d'un nouveau bâtiment qui va clore justement donc l'opération plan campus. Mais donc ça, c'est une histoire donc, qui dure depuis une bonne dizaine d'années. Et donc dans le plan campus, l'axe numéro 1, c'était offrir des campus qui satisfassent les besoins des utilisateurs, donc des usagers et des personnels. Et 2, anticiper justement, malheureusement, ce qu'on a connu l'an passé, donc c'est la crise énergétique. Et donc une énorme partie des travaux qui ont été engagés étaient liés à de la rénovation énergétique, améliorer l'isolation des bâtiments. On a une consommation électrique qui est énorme, hein, vous imaginez, vu les surfaces. Hein, on a un demi-million de mètres carrés hein, à peu près sur Lyon 1. Donc vous imaginez les factures énergétiques. Et donc l'an passé, on a une facture énergétique qui a plus que doublé, 125% donc, du coup d'augmentation de la facture. Et donc là, effectivement, ça a complètement chamboulé l'organisation de l'établissement, puisque même au niveau de la mission développement durable, hein, il y avait des tâches qu'on avait embrassées, dont on s'était saisi. Et en fait, on a dû mettre en place en toute urgence donc, un comité de sobriété énergétique, un CPSE, qui a été mis en place, donc directement lié à la gouvernance, parce que la difficulté également du développement durable, du développement soutenable, c'est sa transversalité. C'est extrêmement compliqué. Là, typiquement, si on parle du bâtiment, dans un établissement comme Lyon 1, on a un service qui est dédié, c'est la direction du patrimoine qui est en charge de ça. Mais en fait, vous avez les achats qui sont concernés. Vous avez, je ne sais pas, l'alimentation, par exemple, qui est concernée. Donc c'est extrêmement transverse. Et ça, c'est une vraie difficulté dans la mise en place de ces actions, parce qu'on doit passer d'un service à un autre et essayer de mettre en musique tout ça. Et donc ça, c'est une tâche qui est effectivement relativement difficile. Malgré tout, donc, au niveau de ce plan de sobriété énergétique, l'avantage d'avoir été repris au niveau de la gouvernance, c'est que du coup, tous les services ont été associés. Et donc, à ce niveau-là, on a pu mettre en place donc, prendre des décisions. Donc, on était directement dans l'opérationnel. Et quand il s'est agi, par exemple, de réfléchir ensemble sur quand est-ce qu'on va remettre le chauffage. Donc ça, directement, c'est quelque chose qui touche aussi bien donc, les personnels que les étudiants. Est-ce qu'on doit diminuer la température dans les amphithéâtres? Est-ce qu'on doit diminuer la température dans les bureaux? Comment on le fait? Parce que, quand je vous disais que c'était opérationnel, typiquement, on a des bâtiments, il y a 3-4 degrés d'écart entre l'entrée du bâtiment et l'autre bout du bâtiment, parce qu'à cause des pertes, etc. Donc ça, c'est des vraies difficultés. Et donc, les décisions qui ont été prises ont toujours été prises dans le sens de, oui, on doit faire des économies, on doit respecter les engagements et les directives du ministère, donc ce qui a été fait. 2, on doit aussi prendre en compte le confort des usagers, parce que si c'est baisser le chauffage pour que chacun ressorte un radiateur électrique dans son bureau, l'objectif n'est pas atteint. Et donc, effectivement, ça a été fait dans ce cadre-là. Donc on a eu aussi un peu de chance. Hein. L'hiver 2022-2023 n'a pas été aussi froid qu'on aurait pu le craindre. Et donc quelque part, ça nous a aidés, mais effectivement, les objectifs ont été atteints. Et est-ce que vous avez pu impliquer les étudiants là-dedans? Est-ce que ça a pu rentrer sur des projets, par exemple, menés par des étudiants très, très concrets Alors oui, il y a des étudiants qui sont associés à ces démarches-là. Je prends l'exemple qui me vient tout de suite en tête. Là, c'est d'une réflexion autour de l'alimentation. Effectivement, on a des collègues qui impliquent maintenant des étudiants, par exemple, de master. Parce que l'idée, effectivement, alors elle est double. Hein. Les étudiants doivent s'approprier leur espace de travail.
Donc ça, c'est extrêmement important et ils seront d'autant plus motivés qu'ils vont pouvoir mettre en place des choses qui vont les impacter directement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir au maximum. Et deux, c'est qu'on est si convaincu à Lyon 1 que ça doit être des opérations qui doivent être également bottom-up. Et effectivement, on doit écouter les étudiants qui ont été particulièrement actifs dans la réflexion autour du plan blanc, qui avait été piloté par l'UGA à Grenoble. Et on avait effectivement réussi à animer donc des échanges avec les étudiants qui ont à la suite participé également, mais ça je pense qu'on va revenir dessus, à la mise en place d'une UE qui est dédiée. Donc ils ont participé au moins un départ à la création de cette UE transversale liée au développement durable et au climat. Oui, en effet, on y reviendra plus en détail juste après. Avec vous, Yvan Lagadec, on va sortir un petit peu de Lyon. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette problématique du développement durable arrive à trouver sa place dans la formation des étudiants, justement dans les différents cursus? Alors c'est vrai qu'au ministère, tout le volet, on va dire bâtimentaire, économie d'énergie est pris en considération. Il y a le label développement durable et responsabilité sociétale qui est présent et qui est mis en place et qui est regardé par le ministère. Mais nous, on s'est plus focalisé, là en particulier moi en tant que conseiller scientifique, on s'est plus focalisé sur le volet formation. Vous avez certainement tous lu, vous connaissez tous par cœur le rapport Jouzel-Abadi qui est sorti il y a quelques temps. Donc là, le gros travail qui a été à la suite de ce rapport, c'était de le mettre en œuvre. Donc vous allez bientôt voir sortir des recommandations. Nous attendons que la ministre valide tout cela. Il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place de façon à finaliser ce projet et mettre en place une sensibilisation pour l'ensemble de nos étudiants. Donc ça, c'est un premier travail que nous avons mené, c'est une sensibilisation avec un référentiel de compétences, un référentiel de connaissances, des recommandations. Ce ne sera pas une obligation de réaliser les choses de telle façon, mais bien de dire, voilà, il faut aller dans cette direction-là, tout le monde doit avoir cette sensibilisation et voilà ce que l'on propose. Sachant que dans les établissements, il y a plein d'initiatives. C'est un peu l'originalité de notre ministère. C'est-à-dire que quand on travaille avec les autres ministères, par exemple le ministère de la Transition écologique, ils sont toujours un peu surpris qu'il y ait cet échange entre les établissements et puis le ministère, alors que chez eux, c'est le ministère décide, les établissements exécutent les décisions qui sont prises sur Paris. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette situation avec des initiatives et chacun a pu développer des choses. Tout à l'heure, j'entendais parler des non-humains, il y a certainement des choses qui sont déjà présentes. Ce qui nous a semblé important dans cette sensibilisation, c'est que ce ne soit pas que des sciences de la nature, mais que ce soit bien aussi l'ensemble des disciplines qui soient concernées. Ça, c'est vraiment un enjeu, parce que quand on parle de transition écologique, on entend écologie, et on entend toujours l'écosystème, sciences de nature. Non, ce n'est pas que cela, et en tant qu'écologue, donc je suis encore plus à même d'en parler et de pousser pour que le volet, on va dire plus largement, de sciences humaines et sociales soit présent, bien pris en considération dans ce point-là. Donc cette première partie va être aussi... ne va pas être que de la formation, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un travail aussi sur la vie étudiante. Il nous semble important que la vie étudiante en fasse partie. On a la CEVEC qui est présente et qui permet de financer un certain nombre de projets. Donc il y a ces choses-là pour lesquelles il va y avoir des recommandations et des orientations qui vont être proposées de façon à ce que chacun puisse s'en saisir avec ce qu'il fait déjà et continuer à améliorer, je dirais, le fait que l'ensemble des jeunes qui passent par nos établissements ou les moins jeunes soient, je dirais, pas encore des professionnels, puisque là on part sur d'autres types de formations, mais ils aient pris conscience de tout cela et que l'on puisse avancer sur cette transition écologique. Oui. Et le but étant d'avoir un socle commun à tous les étudiants ou justement d'essayer de faire quelque chose de spécifique à chaque formation? Alors c'est d'avoir un socle commun, sachant que quelqu'un qui enseigne l'économie ne va pas aborder les choses de la même façon que quelqu'un... Moi, j'ai un public d'écologues, de futurs écologues, c'est beaucoup plus simple. En revanche, je suis obligé de les amener sur, OK, vous voyez les 10 oiseaux ou les je ne sais combien il peut y avoir dans la ville, etc. Mais
quel est le lien avec la société qui est à côté. Donc on travaille sur les socio-écosystèmes, on fait ce genre de travail de façon à ce que ça puisse fonctionner. Mais on peut imaginer aussi, je discutais hier soir avec quelqu'un, je le cherche des yeux, je ne vais pas dire s'il n'est pas là, oui, il doit être là, bien sûr, qui est un enseignant de langue et qui, lors de ses enseignements en tant que linguiste, il est là-bas, va intégrer aussi ce volet-là. Donc ça, ce sont des expériences, et ça va être la deuxième étape pour nous, et on est en train de la préparer, c'est comment former des formateurs, et en particulier des formateurs qui proviennent de toutes les disciplines, y compris un enseignant d'espagnol, y compris un économiste. Alors je sais que les économistes ont déjà commencé à travailler, et je les ai rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut que l'on travaille sur ça. C'est comment on partage, quelle que soit notre discipline, cette possibilité de faire rentrer cette transition écologique dans les exemples que l'on va utiliser pour nos enseignements, nos interventions. Et bien justement, je vous propose de prendre un exemple très concret avec vous, Bruno Andrioletti, puisque vous avez mis en place une unité d'enseignement sur le développement durable à Lyon 1. Alors, à qui ça s'adresse et quels étaient les objectifs et comment ça s'est passé? Alors, peut-être avant d'aborder cette UE transversale, là, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos de la CEVEC. La CEVEC, effectivement, c'est un outil qui est extrêmement important. Et tout à l'heure, vous me demandiez si des étudiants étaient associés à cette démarche. Bah oui, effectivement, nous, au niveau de l'UCBL, on a un réel travail qui est fait avec les étudiants et la CEVEC, qui a, par exemple, décidé de flécher une partie du budget CEVEC sur des opérations de développement durable. Et donc, en tant que chargé de mission, on est sollicité par la CEVEC pour faire remonter des projets. Et donc, on est sur le site de l'INSPE, là, donc je vais juste faire un petit clin d'œil parce qu'il y a justement un très bel abri à vélo que vous avez dû voir en entrant sur votre droite, là, qui a été cofinancé par la CEVEC, par la direction du patrimoine, pour donc favoriser donc la mobilité douce. Et donc là, c'est vraiment une initiative des étudiants qui a pu être concrétisée derrière avec un service. Donc ça, c'est un véritable exemple donc de travail en synergie entre la population des usagers et les services d'un établissement comme le nôtre. Je vais revenir donc sur cette UE dont vous parliez. Donc cette UE, effectivement, elle s'appelle Climat et Transition. Donc elle a été mise en place en 2022, donc c'est relativement récent. Alors en termes de cheminement, c'est une UE qui est intéressante. Donc il a été décidé que ce serait une UE transversale. Donc transversale, ça veut dire qu'elle va toucher tous les étudiants. Donc elle est donc au niveau du L1. Et donc ça, c'était une volonté de la présidence de l'établissement, qui était de dire il faudrait que tous les étudiants qui passent un moment par Lyon 1 et qui en ressortent aient été sensibilisés à ces questions, donc biodiversité, climat. Et donc c'est en ce sens donc, que cette UE a été mise en place. Et donc je vous parlais tout à l'heure de bottom-up. Ça, c'est un exemple de bottom-up, justement, parce que l'initiative est issue donc, de 9 enseignants-chercheurs. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un groupe énorme de personnes. Au contraire, il faut juste peut-être une taille raisonnable de personnes qui décident de travailler ensemble pour proposer quelque chose. Et donc là, c'est ce qui a été fait. Et donc, une des difficultés que je soulignais tout à l'heure, elle a été contournée ici, puisque c'est des chercheurs de disciplines très différentes. On va retrouver des mathématiciens, on va retrouver des physiciens, on va retrouver des biologistes qui ont travaillé ensemble pour proposer une maquette, donc un contenu à cette UE-là. Et donc ça, c'est une vraie réussite, puisque en une année à peu près, donc cette UE a été mise en place. Donc j'ai dit tout à l'heure aussi que les étudiants ont participé au départ, en tout cas, en disant, bah voilà, nous, on estime qu'il faudrait aborder ces problématiques-là dans cette UE. Et après, évidemment, d'un point de vue opérationnel, c'est le corps enseignant qui s'est saisi de cette initiative. Mais là aussi, hein, une synergie qui a été mise en place. Et donc vous imaginez bien que mettre en place une UE qui touche autant d'étudiants au niveau de l'UCBL. Hein, là, aujourd'hui, 1300 étudiants par an sont concernés par cette UE. Donc, sachant qu'on a à peu près 5000 étudiants en L1, hein, et donc avec des étudiants qui ont des parcours extrêmement divers et variés. Et typiquement, on en parlait juste tout à l'heure quand on a fait connaissance. À Lyon 1, vous savez qu'il y a une forte proportion également d'étudiants qui sont en santé.
Et donc là, aujourd'hui, effectivement, on ne touche pas tous les étudiants de L1 parce qu'on a une petite problématique avec la santé. C'est que la santé prépare au concours. Hein, et donc, effectivement, il y a un contenu qui est discuté et qui doit être le même dans tous les établissements de France. Et vous voyez bien que mettre en place une UE supplémentaire, si elle doit se faire au détriment du contenu scientifique de la formation, bah, ça va déséquilibrer une formation qui est nationale. Donc, les étudiants de santé passeront cette UE-là. C'est toujours en cours de réflexion, savoir si elle interviendra donc en L2 ou en L3, de façon à justement, un, qu'ils soient sensibilisés aussi en santé, mais deux, que ce ne soit pas en défaveur des étudiants. Est-ce qu'on parle de combien d'heures? Et vous restez plutôt à l'UCBL sur des aspects sciences dures? Pas encore trop d'aspects SHS, comme on pouvait l'évoquer? Absolument. Donc, c'est une UE de 3 ECTS, 18 heures. Et effectivement, aujourd'hui, on discute avec les collègues de SHS. Donc, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de SHS au niveau de l'UCBL. Donc, il y a des discussions en cours aujourd'hui avec l'Université Lumière Lyon 2. Hein. Et donc, il y a des projets, effectivement, pour voir comment on pourrait élargir donc, le contenu de cette UE à des collègues donc des sciences humaines et sociales. Et là, je vous rejoins à 100%. Hein, c'est vraiment, par essence, des problématiques qui sont extrêmement transversales et qui dépassent largement le cœur, effectivement, des sciences dures. Juste peut-être une précision sur le format de cette UE. Donc, j'ai dit qu'elle touchait 1300 étudiants. Donc, vous imaginez bien que on sort du coup du schéma classique cours magistral TD. On n'a pas pu mettre ça en place sur un volume aussi important d'étudiants. Mais donc en revanche, ça nous a aussi contraint à évoluer notre pratique pédagogique, puisque donc là, c'est une UE qui a été mise en place en distanciel, avec des amphidébats qui donc donnent un peu un côté concret aujourd'hui de la formation, parce qu'on sait également que les étudiants malheureusement, ils en ont fait l'expérience pendant la crise Covid, mais on voit que du distanciel, ça ne leur convient pas non plus. Donc on a essayé de faire justement un mode d'enseignement un peu hybride, qui semble correspondre, hein, même si aujourd'hui on regrette un petit peu quand même que les amphidébats ne soient pas aussi plébiscités que ça par les étudiants. Mais je pense que c'est aussi une montée en puissance qui doit se faire, puisque je vous ai dit, c'est une UE qui est relativement récente. D'accord, eh bien on verra l'année prochaine si vous rencontrez plus de succès avec vos amphidébats. Véronique Moreira, je vous voyais réagir aux propos de nos deux intervenants. Peut-être si vous voulez dire un mot avant qu'on change un petit peu de thématique. Je voulais saluer des choses importantes qui ont été dites, à mon sens. C'est la question de la transversalité, parce qu'effectivement, ces questions de soutenabilité, elles reposent sur la transversalité, elles ne peuvent pas avoir un seul objet. Et puis, la question que vous avez soulevée aussi, de la soutenabilité, ce n'est pas uniquement les questions environnementales. Et lors du sommet de la Terre de Rio, c'était en 92, ça fait quelques années, mais cette question du développement soutenable, elle était appuyée aussi sur un principe de participation de la société civile, d'engagement de la société civile. Et prévoir des infrastructures vertueuses, ça ne suffit pas s'il n'y a pas un engagement aussi de la société civile avec un travail sur la citoyenneté. La citoyenneté, c'est pas, ça semble pas à première vue un axe essentiel du développement soutenable, et pourtant, la construction de ce développement, de cette soutenabilité, elle repose sur les questions de citoyenneté. Donc je pense qu'effectivement, ouvrir les esprits sur l'ensemble des thématiques, c'est la garantie de quelque chose de plus solide. Et je voulais dire aussi que je salue tous les efforts qui sont faits, tout ce que vous avez dit sur la transversalité. Je trouve qu'effectivement, ce sont des façons différentes d'aborder les choses. Mais je voudrais aussi insister, je l'ai dit tout à l'heure, que vous n'étiez pas seul. En fait, le monde enseignant, le monde de l'éducation formelle, intervient auprès des jeunes, mais de très nombreuses personnes sont en mesure d'intervenir aussi et de diversifier les apports et d'apporter des contributions différentes. Et je pense que les mondes ont intérêt à s'enrichir mutuellement et qu'il y a encore du travail avant qu'il y ait vraiment des contacts entre les uns et les autres. Et je pense que c'est important dans la formation initiale et dans la formation continue d'aborder aussi cette question de comment travaille-t-on avec des acteurs extérieurs à l'école.
Donc pour changer un peu de thématique, après avoir parlé de transition d'énergie et d'enseignement, le développement durable il passe aussi par l'alimentation et donc par les cantines. Oui, toujours avec vous, Véronique Moreira. Donc ce que vous avez mis en place à Lyon, ça a fait couler beaucoup d'encre, a fait beaucoup réagir. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement ce qui a été fait et comment les enfants ont pu être sensibilisés à ces problématiques d'alimentation plus durable, de réduction de la viande, j'imagine? Alors, il y a Lyon et la métropole. Moi, je parle pour la métropole, donc pas la politique municipale, mais la politique métropolitaine. Donc, nous, on est en charge des collèges. Et donc, ce qu'a mis Lyon en place au niveau de la mairie, c'est un peu différent, dans le sens où nous avons 2/3 des cantines qui sont en régie directe et 1/3 en délégation de service public, c'est-à-dire qu'elles sont confiées à un délégataire qui pilote la cantine. Pour la ville de Lyon, c'est un peu différent. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est reprendre toutes les cantines des nouveaux collèges en régie directe pour appliquer notre politique d'alimentation directement par les personnels de la métropole, avec une feuille de route de 100% de bio et 50% de local, et des repas cuisinés sur place, en production sur place, avec des produits de saison. Une diminution effectivement des apports carnés, avec, ça c'est la loi Egalim, un repas végétarien double choix par semaine et une offre végétarienne lors des autres menus. C'est une politique qui est ambitieuse, mais qui a de nombreux obstacles. D'abord, les questions d'approvisionnement. Il n'est pas question de faire du bio et de le faire venir de l'autre bout de la planète, évidemment. Donc, les questions d'approvisionnement, les questions de facilitation pour les gestionnaires et pour les personnels quand ils passent des commandes. Il n'est pas question de leur faire les pieds au mur pour trouver des marchés. Donc, il faut en même temps travailler sur l'approvisionnement. Et puis, les questions de formation, parce qu'il ne suffit pas de dire allez, on va faire du végétarien. Comment fait-on pour qu'il n'y ait pas du gaspillage alimentaire le jour où c'est végé? Parce qu'effectivement, au début, on voyait que le végétarien, ça reposait sur des produits industriels. Et en fait, l'idée, c'est de cuisiner des produits sur place, de produire sur place à partir de mélanges entre légumineuses, légumes et féculents, pour avoir un apport alimentaire consistant. Donc il y a tout un travail de formation, d'équipement bien sûr, d'achat d'équipement pour équiper les cuisines et permettre que les cuisiniers et les cuisinières, les équipes de cuisine puissent produire dans de bonnes conditions, mais aussi former sur des techniques extrêmement pointues de production de ces repas. Et parmi les obstacles que nous rencontrons, il y a aussi les freins de certains parents et les freins de certaines équipes éducatives. Moi, j'ai échangé avec des messieurs principaux de collège qui disaient mais attention, vous voulez mettre du végé, mais nos adolescents sont en pleine croissance et ils ont besoin de repas consistants pour assurer une croissance de qualité, une croissance harmonieuse. Donc voilà, il faut expliquer que végétarien, ça ne veut pas dire fondu de poireaux à la vapeur, et qu'il s'agit vraiment de produire des menus équilibrés. Et on a besoin vraiment de l'investissement des équipes éducatives pour qu'elles accompagnent aussi les élèves vers la connaissance de ce qui est produit. Nos équipes à nous, les agents de la métropole, non seulement cuisinent, mais en plus font de la médiation, c'est-à-dire qu'ils expliquent ce qu'ils fabriquent. Et quand il y a cette dimension éducative, il y a vraiment un intérêt des élèves, une meilleure compréhension de ce qu'ils consomment, d'où ça vient. Mais on a besoin aussi de projets qui soient conduits par les équipes éducatives pour expliquer ce que c'est qu'une consommation éclairée et ce que c'est qu'un repas fabriqué sur place avec des produits de saison. Donc encore une fois, une politique publique ambitieuse, c'est une chose, mais elle doit également s'appuyer sur des actions éducatives, et on doit tous être engagés en fait dans cette éducation au développement soutenable et dans cette éducation à l'alimentation. Et ça, c'est déjà fait dans tous les collèges ou c'est à base du volontariat et donc c'est assez variable selon les différents établissements, j'imagine? Alors,
ça, c'est la feuille de route dans tous les établissements. Alors, j'ai parlé des régies parce que pour moi, c'est très important. Pour moi, on a fait un pas important de récupération en régie des cantines des nouveaux collèges. Mais il nous reste quand même un tiers de cantines en délégation de service public. La feuille de route, elle est la même pour ces marchés que nous passons avec des délégataires. Donc, la feuille de route est la même. Le résultat n'est pas encore à la hauteur dans tous les collèges parce que je vous ai listé un certain nombre de problèmes. On a aussi des problèmes de recrutement des équipes. On n'a pas complètement atterri sur la capacité des maraîchers, des maraîchères de la métropole pour fournir des marchés à l'ensemble des collèges. Sur les formations, c'est en cours. On a vraiment des gros progrès qui sont faits et une véritable compréhension de ce que c'est que la production sur place. Donc ça, c'est la feuille de route. C'est ce à quoi nous travaillons. Donc la feuille de route plus les outils de formation, d'équipement et d'accompagnement des équipes avec voilà, un ensemble d'outils. Le résultat n'est pas encore à la hauteur de l'ambition, mais il y a de très gros progrès qui sont réalisés et c'est sur l'ensemble effectivement des collèges. Et juste une petite parenthèse, on s'est aperçu en début de mandat qu'on avait encore des collèges qui n'avaient pas de cantine, pas de lieu pour manger. Donc on est en train, on n'arrivera pas à construire les cantines pour l'ensemble des collèges. Il y en a 16 qui sont sans cantine, mais on est en train de faire un plan aussi de construction de cantines pour permettre aux collégiens et collégiennes de déjeuner sur place. Mais justement, vous évoquiez des obstacles, donc je vous propose de faire un dernier tour de table justement autour des obstacles que vous avez pu rencontrer et comment vous avez pu les surmonter. Et puis après, je vous passerai la parole, donc préparez vos questions pour avoir enfin des questions pertinentes dans cette table ronde, je compte sur vous. Donc, Monsieur Andrioletti, justement, sur cette mise en place d'une nouvelle unité d'enseignement, est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été facile? Puisque finalement, cette question arrive dans votre formation en 2022. Donc, pourquoi pas plus tôt? Alors, pourquoi pas plus tôt? Je pense effectivement que la crise Covid, là, a été un vrai déclencheur. Ça c'est une première chose. Il y avait... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, la mission développement durable a été créée en 2016. Donc c'était bien avant ça. Donc la prise de conscience était là. Mais l'urgence qu'on a vécue en 2019-2020 a joué le rôle de catalyseur. Vous retrouvez là ma casquette de chimiste. Hein, a joué le rôle de catalyseur pour cette transformation. Et donc, effectivement, c'est devant l'urgence que ça a été mis en place. Alors, si je reprends votre question, est-ce que ça a été rapide? Je dirais relativement rapide. Ça a pris à peu près 15 mois, à peu près 18 mois peut-être, entre l'idée initiale, donc des collègues qui ont proposé de mettre cette UE en place, pour que, un, il y ait un contenu qui soit proposé, et deux, qui soit mis dans la maquette. Donc c'est une transformation qui est relativement rapide. En général, nous, on est plutôt sur le temps long. Et là effectivement, c'était relativement rapide. Après, les difficultés, je les ai un peu citées tout à l'heure. Hein, c'est l'ambition du projet. Toucher aujourd'hui 1300 étudiants, aller jusqu'à 1500, c'est comment mettre ça en place, quel type d'enseignement mettre en place. Donc là, je vous ai dit, les technologies actuelles nous ont bien aidés. Hein. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on a été en mesure de mettre en place cette UE sans les visios, sans les distanciels. Il y a eu du mauvais, je pense, quand ça a été subi, mis en place dans l'urgence. Mais là, ça nous offre quand même des possibilités. Aujourd'hui, on voit aussi que le distanciel continue d'évoluer. Hein. À l'UCBL, on a eu la chance d'être bénéficiaire d'un projet qui s'appelle Include, qui consiste du coup à travailler sur le distanciel, mais le rendre plus réel. C'est un peu antinomique, mais rendre réel du distanciel, effectivement, ça permet par exemple, plutôt qu'être juste en distance derrière un écran d'ordinateur, d'avoir des écrans, d'avoir vraiment l'impression d'être dans la salle, même si elle est à distance. Donc voilà, on bénéficie aujourd'hui de réflexions, d'outils technologiques qui nous permettent effectivement de faire tomber ces barrières qui auraient pu être rédhibitoires il y a encore quelques années. Enfin, faire travailler des gens ensemble, ça aussi j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, on est qu'à mi-chemin, et là je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure. On est à mi-chemin, donc sachant qu'on a réussi à faire travailler ensemble aujourd'hui des gens
qui sont scientifiques, sciences dures. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin, qu'on sorte des frontières de notre établissement pour impliquer des gens des sciences humaines et sociales dans cette formation. Et donc ça va être encore une autre paire de manches, hein, parce qu'interétablissement, c'est compliqué. Donc demain, je ne sais pas comment sera structuré notre écosystème, mais aujourd'hui, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais effectivement, il va falloir imaginer, être créatif. Après, bon, nous sommes chercheurs, donc on devrait être créatif, mais c'est de voir comment on peut mettre ça en place. Justement, Yvan Lagadec, on va rester sur ces problématiques scientifiques. Est-ce que le développement durable est de plus en plus étudié par les scientifiques en France? Et est-ce que donc ces nouvelles connaissances sont infusées vers des formations réellement dédiées? Et est-ce que ces formations sont finalement suffisamment connues par les étudiants? Alors, j'ai beaucoup de questions d'un coup. Oui, il y a plein de questions là. Je vais rajouter une question. C'est la difficulté. Tout à l'heure, j'évoquais la sensibilisation et vous évoquiez la nécessité d'avoir des terrains d'expérimentation en quelque sorte. Et ça, c'est un point sur lequel il faut absolument que l'on travaille. C'est-à-dire que le ministère dit OK, il faudrait faire la sensibilisation pour tout le monde, on le fait. Mais cette sensibilisation, tant qu'elle va rester théorique, je pense qu'elle n'aura que la moitié, voire peut-être le tiers seulement des effets. Donc il faut que l'on trouve localement un ancrage sur un territoire de façon à ce que nos étudiants se confrontent à la réalité. Et ce que vous proposiez, je pense qu'il faut continuer à travailler. Voilà, il faudra travailler ensemble pour que nos étudiants se trouvent confrontés à une réalité de terrain qu'ils ne connaissent pas forcément. On a vu ce matin dans la présentation qu'ils découvraient aussi des choses en visitant un quartier. Là, c'est exactement la même chose. Alors oui, bien évidemment, on a besoin de former, au-delà de la sensibilisation, on a besoin de former vers de nouveaux métiers. Moi, j'ai une de mes filles qui me disait toujours, de toute façon, je ne sais pas le métier que je ferai parce qu'il n'existe pas encore. Bon, je ne sais pas si elle avait tout à fait raison, mais voilà, il y a cela. Donc, il y a ce nouveau métier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a actuellement le SGPI, donc le Secrétariat Général pour l'Investissement, a lancé un AMI, appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelle CMA, qui est compétences et métiers d'avenir. Je fais une traduction complète. Merci bon pour que je puisse suivre. Je pense qu'ici, ça va. Mais... non, il faut traduire les sigles, les acronymes. Où effectivement, le ministère est intervenu, et en particulier mes collègues, moi-même, pour donner des grandes orientations. Mais maintenant, c'est aux établissements à s'en saisir. Je sais que Lyon 1 s'est saisi sur un volet transport, de façon à avoir des moyens pour lancer de nouvelles formations. Il y a une grosse question, par exemple, sur tout ce qui est bio, les productions biosourcées. Ça va être des fermentations. Eh ben, on n'a pas forcément dans nos laboratoires ou dans nos salles de TP, on n'a pas forcément les équipements qui sont ceux qu'ils vont utiliser, que nos jeunes vont utiliser une fois qu'ils seront dans l'industrie. Donc profitons de cela pour lancer. Et donc là, on est vraiment dans cette phase-là. C'est comment avoir les moyens pour pouvoir former nos étudiants au mieux à ces futurs métiers. Il y a aussi, et là j'en suis assez fier, parce qu'on a travaillé avec plusieurs universités sur une formation qui s'appelle Sciences, au singulier, de la durabilité, qui consiste à regarder les problématiques de la durabilité avec tous les enjeux, qu'ils soient scientifiques ou qu'ils soient sciences de la nature, sciences humaines et sociales, etc. Donc là, je fais la promotion de 2 universités qui ont pris pour le moment cette formation. Il y a l'université de Nouvelle-Calédonie et l'université de Pau, au Pays de la Dour, qui ont ouvert une de ces formations avec des thématiques un peu différentes, mais où on est sur cette science de la durabilité. Alors bien évidemment, quand on lance des thématiques comme ça ou de la formation, il y a besoin aussi d'acquérir de la connaissance. C'est notre métier au quotidien en tant qu'enseignant-chercheur. On diffuse de la connaissance, mais cette connaissance, il faut aussi la créer. Donc il existe aussi des programmes de recherche, des PPR, programmes prioritaires de recherche, ou des PEPR, programmes prioritaires de recherche d'équipement. Ah, il manquait le E, là. Voilà, c'était le, je l'oublie toujours. Parce qu'avant, c'était que PPR, et maintenant, c'est devenu PEPR. Entre autres, il va y en avoir un qui va être lancé prochainement sur les Outre-mer. Donc ça, c'est un volet intéressant, même si pour le moment, il est plutôt sur la pollution dans les Outre-mer, mais les enjeux de gestion de ces territoires avec leurs spécificités. Et je pense qu'il y a certainement des actions que les INSPE pourront mener dans ce cadre-là, sachant que pour ceux qui sont sur ces territoires d'outre-mer, il y aura une priorité, une nécessité, une obligation d'être associés avec les laboratoires
qui sont présentes dans nos établissements d'outre-mer, et pas seulement, comme je dis souvent, dans le Work Package 10. Vous savez, celui qu'on oublie et qu'on dit « Oh mince, on a oublié les SHS, on a oublié les territoires d'outre-mer ». On rajoute, et puis on voit bien que ça ne marche pas. Enfin, donc il faut qu'il y ait une construction dès le départ, et ça va sortir. Et puis il y en a un aussi, et Lyon d'ailleurs est impliqué, je ne parle que pour les Lyonnais, mais il y a d'autres sites en France, qui s'appelle un programme qui s'appelle Solubiote, qui va travailler sur les solutions fondées sur la nature. Donc, entre autres, la biodiversité va être présente et comment on peut gérer une ville en réfléchissant. Tout à l'heure, vous parliez du verdissement et ce genre de choses. Ça va rentrer dans ces programmes-là, donc Solubiode, avec des expérimentations de terrain. Donc, pour les Lyonnais, c'est un dénommé Xavier Leroux qui gère ça. Donc, je vous le laisse, il est sur votre campus. Donc, il y a aussi à mener en même temps la réflexion. Et comme je disais, si on ne fait que des sciences de la nature, on n'y arrivera pas. Donc, il faut que toutes les équipes qui sont là se mobilisent et aillent voir dans ce cadre-là. Alors, si je fais la promotion de ces projets-là, c'est que comme j'étais oisif, en tant que conseiller scientifique, on m'a confié ces programmes-là scientifiques pour l'ANR. Donc, je les coordonne au niveau de l'ANR. Voilà. Très bien. Donc, j'espère que vous aurez retenu qu'il y a beaucoup d'argent et pas forcément beaucoup de demandes sur ces... Donc profitez-en. Sur la MICMA, oui, effectivement, il y a encore de l'argent et on a besoin d'avoir des projets qui viennent, parce que certains établissements qui n'ont, allez, je vais le dire, après tout, on est entre nous, qui n'ont pas la qualité que nous avons dans nos établissements, bien évidemment, comme il y a une manne d'argent, ils y vont. Et comme ils proposent des choses qui sont bien écrites, peuvent être financées, et derrière, je ne vous cacherai pas que parfois on a quelques inquiétudes, mais le jury est indépendant, ne dépend pas du ministère, alors qu'on sait que quand on voit certains dossiers, on se dit, mince, si nos équipes avaient répondu, on était certain de la qualité du dossier et des résultats. Donc allez-y, allez-y. Eh bien, pour conclure avec vous, Véronique Moreira, on a parlé de tout l'environnement pédagogique, mais finalement assez peu de quelqu'un des personnes qui sont quand même très importantes aussi au niveau pédagogique, ce sont les parents. Comment est-ce qu'on peut réussir à les sensibiliser au développement durable et quelles actions sont mises en place au sein de la métropole ? Alors écoutez, je vais faire un petit pas de côté parce que depuis tout à l'heure, je me dis on est là tranquille à discuter de durabilité, de soutenabilité au moment où un peu partout, et en particulier dans les quartiers politiques de la ville, il y a des violences extrêmement importantes qui agressent aussi les écoles, les bibliothèques, des lieux de culture et d'éducation. Et voilà, on peut bien parler de durabilité. Là, on voit bien que c'est pas durable si c'est détruit. Alors, des tas d'analyses sont faites. Moi, je veux pas apporter une contribution qui serait voilà, on n'est pas au café du commerce, mais simplement, je pense qu'il faut poser cette question de durabilité ou soutenabilité, ça ne se fait pas sans les personnes. Et s'il y a de telles agressions contre des lieux d'éducation où on a le sentiment, quand on est à l'intérieur, que les relations sont bonnes et qu'on va vers l'élévation, en réalité, il y a un vrai... un véritable problème de lien, de compréhension de à quoi ça sert. De toute façon, il n'y a pas d'avenir pour nous. Donc, je me répète un peu, je me répète même beaucoup, mais je pense que les personnels enseignants ont intérêt, parce que vous voyez dans cette salle, on a un peu tous et toutes le même profil, et on a intérêt à sortir de chez nous, à sortir du cadre pour rencontrer d'autres acteurs, d'autres actrices, d'autres structures qui ont d'autres regards, qui ont aussi dans les quartier politique de la ville, puisque ça c'est celui qui nous préoccupe, qui ont d'autres liens avec les parents, qui ont un autre travail sur la parentalité, qui ont d'autres relations avec les personnes, moins institutionnelles, peut-être plus faciles, et que ces personnes ou ces structures, hein, si c'est pas des individus, c'est des structures, elles peuvent accompagner aussi l'école et les enseignants à travailler de façon différente et avoir un meilleur lien. Les relations sont différentes, qu'on soit à l'école élémentaire ou au collège, entre les équipes et les parents ou les acteurs extérieurs. C'est probablement plus facile à l'école élémentaire. Au collège, c'est très complexe pour des tas de raisons. Il y a la question des locaux, il y a la question de la diversité des équipes éducatives.
Il y a aussi la question de la réserve des parents qui ne connaissent pas toujours ce que c'est que ce milieu et qui ont une vraie retenue pour entrer dans les collèges. Donc nous, on travaille sur la mise en place, enfin, la métropole travaille sur la mise en place de lieux d'accueil parents qui ne sont pas des lieux où on invite les parents à venir recevoir les bulletins, mais qui sont des lieux où ils peuvent venir organiser leurs réunions, travailler sur leurs problématiques. C'est un élément d'une politique qui pourrait permettre d'ouvrir le collège et d'avoir de meilleurs flux entre parents et équipes éducatives. Ça suffit sûrement pas. Encore faudrait-il que ces lieux soient animés. Donc équipés évidemment de matériel, mais aussi animés. Donc on va regarder dans les nouveaux contrats de ville comment on peut, et avec la CAF peut-être, avec la Caisse d'allocation familiale peut-être aussi, pour avoir des temps d'animation de ces lieux. C'est toujours plus facile quand il y a un secrétariat, enfin quelqu'un qui s'occupe de l'organisation générale. Et puis je vous lance un appel, il faut aussi que les équipes éducatives acceptent l'entrée des familles dans les collèges, et c'est pas si simple que ça, parce que ça pose des problèmes de gestion des locaux, d'assurance, de responsabilité. Donc je pense que les problèmes, quand on les a bien identifiés, on peut les lever si on a la volonté ensemble d'avancer sur ces sujets. Du côté de la métropole, on a des outils, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on est aussi l'ancienne communauté de communes, donc on a un outil de proximité, un lien avec les associations, un lien avec les structures éducatives et associatives du territoire. Donc on peut vous accompagner, on peut mettre à disposition un certain nombre d'outils. Encore faut-il que les communautés éducatives s'en saisissent et acceptent aussi cette vision de l'ouverture sur le territoire, parce que je pense que tout seul, avec toute la meilleure volonté du monde, y compris des budgets et des ressources humaines, on ne peut pas y arriver.